L'air vicié de 2 heures du matin dans la ruelle était chargé des fantômes de la pluie de la veille et de l'odeur âcre du savon industriel provenant de la laverie voisine. C'était le moment de la journée que j'aimais le moins, la dernière corvée consistant à transporter les déchets de l'atelier à la benne à ordures, ponctuant 14 heures supplémentaires de solitude et de sueur de bois. Mes bottes résonnaient sur l'asphalte humide, un rythme solitaire dans le bourdonnement tranquille de la ville. C'est alors que je l'ai vue. Une voiture élégante et argentée, tellement déplacée qu'elle aurait tout aussi bien pu être un vaisseau spatial, était garée dans l'ombre, à côté de mon immeuble. Une Mercedes récente, du genre qui évoquait l'argent ancien et le pouvoir nouveau, son chrome poli captant la faible lueur sodium du seul lampadaire comme un éclat d'étoile filante. Ma première pensée fut que cela présageait des ennuis. Des flics peut-être, même s'ils s'annonçaient généralement. Plus probablement quelqu'un à la recherche d'un endroit discret pour mener des affaires qu'il ne voulait pas voir. Je ralentis mon approche. Le lourd sac en plastique rempli de copeaux de bois et de papier de verre usagé me semblait soudain être une arme dérisoire. Mon cœur, qui avait battu lentement toute la journée, se mit à battre nerveusement contre mes côtes. Je n'étais qu'un simple menuisier. Ma vie était simple, confinée entre les 4 murs de briques de cet atelier. Je rabotais du bois, je payais mes factures, la plupart du temps à temps, et j'évitais les ennuis. Les ennuis, semblait-il, avaient trouvé ma ruelle. Je plissais les yeux, essayant de distinguer une silhouette à l'intérieur, mais les vitres étaient teintées, me renvoyant l'image des briques sales de mon immeuble. Je m'approchais, mes pas résonnant de manière anormalement forte. Je posais le sac poubelle dans un léger bruissement, mes sens en alerte maximale. L'odeur de pain provenant du sac se mêlait à l'air humide de la ville. Ce n'est que lorsque j'arrivais à hauteur de la portière côté conducteur que je la vis. Mon souffle se coupa. C'était impossible. Et pourtant, elle était là. Eleanor Vance, la directrice générale de Vance Capital, la femme dont le nom était gravé sur l'entête des contrats que j'avais signés, le visage qui me fixait, froid et impassible, depuis les pages des magazines économiques. La femme pour laquelle je construisais actuellement une étagère en noyer noir absurdement coûteuse, allant du sol au plafond. Elle était affalée sur le siège conducteur, la tête inclinée dans une position inconfortable contre la vitre. Ses cheveux blonds, habituellement impeccables, toujours tirés en arrière en un chignon sévère et élégant, étaient partiellement défaits. Des mèches souples encadrant un visage qui semblait pâle et épuisé, même dans la lumière jaunâtre. Son blazer taillé sur mesure était froissé, son chemisier en soie plissé. Elle dormait, endormie dans sa voiture de luxe dans ma ruelle qui sentait des ordures, à 2 heures du matin. L'absurdité de la situation m'a frappé comme un coup physique. C'était une femme qui dirigeait des conseils d'administration, qui faisait bouger les marchés d'une seule décision. Elle avait disséqué mon portfolio avec la précision d'un chirurgien, puis une seconde fois pour approuver le design final. Ses questions étaient pointues, son attitude professionnelle au point d'en être glaciale. Elle n'était pas le genre de personne que l'on associait au désordre. Elle était l'architecte de l'ordre. Mon esprit s'emballa, essayant de construire un récit qui ait du sens. Une nuit tardive au bureau, une dispute avec son mari. Je me souvenais vaguement avoir lu quelque chose au sujet de son divorce. Il avait été chaotique, public, le genre d'affaires dont se régalaient les chroniques mondaines de la ville. Son ex-mari, Marcus Thorne, était lui-même une sorte de prédateur financier, tout aussi puissant, et d'après ses photos, doté d'un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. L'avait-il mise à la porte? Cette idée était ridicule. Les gens comme Eleanor Vance ne se faisaient pas mettre à la porte. Ils possédaient les immeubles où se trouvaient les serrures. Je restais là pendant une bonne minute, statue d'indécision. Ma main hésita, voulant frapper à la vitre, mais ce geste me semblait être une violation. Elle avait l'air si vulnérable, si profondément endormie. La tension qui lui crispait habituellement la mâchoire et lui raidissait les épaules s'était enfin relâchée. Dans son sommeil, elle semblait plus jeune, moins semblable à une titane du monde des affaires, et davantage à quelqu'un qui était simplement perdu. Le poids de l'épuisement était visible dans les légères ombres bleutées sous ses yeux, dans la légère ouverture de ses lèvres. Je ne pouvais pas la laisser là. Ce n'était pas un quartier dangereux. Pas vraiment,
Mais ce n'était pas un endroit où une femme pouvait dormir seule dans sa voiture. Et si quelqu'un d'autre la trouvait? Quelqu'un qui n'était pas simplement le type qui construisait son étagère. L'instinct protecteur qui monta en moi était surprenant et tout à fait important. Je n'avais rien à faire là. J'étais un entrepreneur, un inconnu. Elle était Eleanor Vance. Nos mondes n'étaient censés se croiser que sur le papier, dans les factures et les validations de conception. Typique. Toute ma vie était une succession de moments où je restais à l'écart, observant de l'extérieur. Et c'était l'exemple ultime. Même lorsque l'objet de mon admiration était inconsciente à 3 mètres de moi, elle était toujours dans un univers différent. Mais l'élément humain, le fait simple et indéniable de sa vulnérabilité, l'emportait sur le calcul social. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid me piquant les poumons, et j'ai tapé légèrement sur la vitre. Une fois, 2 fois, rien. J'ai frappé à nouveau, un peu plus fort cette fois. Le son était aigu et intrusif dans le silence. Elle a relevé la tête brusquement. Ses yeux se sont ouverts en grand, désorientés. Pendant une fraction de seconde, j'y ai vu une peur pure et intacte. Puis ils se sont concentrés sur moi, et la peur a immédiatement été remplacée par un mur de sang-froid glacial. C'était comme regarder une forteresse lever son pont-levis en temps réel. La femme vulnérable avait disparu, et la directrice générale était de retour. Elle baissa la vitre et une vague de parfum floral coûteux m'envahit. Un contraste saisissant avec la saleté humide de la ruelle. « Léo », dit-elle. Mon nom, prononcé par elle, semblait étranger. « Clinique ». Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Son cerveau cataloguait et traitait déjà ma présence inattendue. « Que fais-tu » Mon monologue intérieur était un chaos frénétique. « Que fais-tu »« Que fais-tu » C'est toi qui dors à côté d'une benne à ordures. Je travaille ici et j'ai réussi à dire en montrant mollement la lourde porte en acier de mon atelier. Je sors les poubelles. J'ai senti mon visage rougir, la chaleur monter dans mon cou, parmi toutes les choses à faire lorsque je me retrouvais face à ma cliente la plus intimidante. Ses yeux, d'un bleu étonnamment clair, passèrent rapidement de mon visage au sac poubelle que j'avais posé, puis revinrent sur moi. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, juste une évaluation rapide et déconcertante. « Je vois », dit-elle d'une voix basse et rauque, encore endormie. Un silence gênant s'installa entre nous. Le bourdonnement de la ville semblait s'amplifier, remplissant l'espace que mes propres mots auraient dû occuper. J'aurais dû simplement hocher la tête et m'éloigner, bien sûr. C'était la chose intelligente à faire. C'était la chose que Léo aurait faite. Mais je ne pouvais pas concilier l'image de la femme dans les magazines avec la silhouette épuisée affalée dans ce siège en cuir. « Vous allez bien, mademoiselle Vance ?» La question me semblait maladroite, inadéquate. Une lueur, peut-être d'agacement ou d'embarras, traversa son visage avant d'être réprimée. « Je vais très bien, merci. » Son ton était sec, un rejet clair. Elle tendit la main vers le bouton pour remonter la vitre. « Il est 2 heures du matin, dis-je, les mots sortant avant que je puisse les retenir. « Et vous dormez dans votre voiture ?» Sa main se figea, son regard croisa le mien, et cette fois, la glace dans ses yeux se fissura nettement. Elle détourna les yeux, fixant à travers son pare-brise le mur de briques aveugles. Ses épaules, qui s'étaient redressées avec une fierté défensive, s'affaissèrent légèrement. C'était un mouvement infime, mais il ressemblait à un aveu. « Je me reposais juste les yeux », a-t-elle dit. Mais le mensonge était mince, fragile. Il s'est brisé dans l'espace qui nous séparait. Je ne l'ai pas interpellé. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à faire un pas vers elle, ma voix s'adoucissant. « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe et ça ne me regarde pas. Mais il fait froid dehors. J'ai un petit appartement à l'étage, une chambre d'amis. Ce n'est pas grand, mais c'est chaud. Il y a un verrou à la porte. » J'ai ajouté cette dernière phrase instinctivement, réalisant comment mon offre pouvait être interprétée. Elle a tourné lentement la tête pour me regarder à nouveau. Son expression était celle d'une profonde incrédulité, comme si je venais de me mettre à parler dans une langue oubliée. Elle m'étudiait, son esprit travaillait clairement, pesant des variables que je ne pouvais même pas commencer à deviner. Je me sentais comme une donnée inconnue qu'elle essayait d'intégrer dans un tableau. Le silence était insupportable. Je ressentais mon insuffisance comme un poids physique. J'étais un type qui sentait la chure de bois et qui offrait un lit de camp à une femme qui possédait probablement des hôtels. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement.
Sa voix n'était qu'un murmure. La question m'a pris au dépourvu. Pourquoi? Parce que vous aviez l'air sur le point de craquer. Parce que pendant un instant, vous ne ressembliez pas à Eleanor Vance, PDG, mais simplement à une personne. Parce que ma mère m'a appris à tendre la main à quelqu'un qui trébuche. Je ne pouvais rien dire de tout cela, parce que personne ne devrait avoir à dormir dans sa voiture, ai-je simplement répondu. Elle a soutenu mon regard pendant un long moment. J'ai vu une guerre se livrer derrière ses yeux, la fierté contre l'épuisement, la méfiance contre un besoin désespéré de repos. Je m'attendais à ce qu'elle refuse, me remercie poliment et s'en aille, disparaissant dans son monde de guerre d'entreprise et de querelles de la haute société. Je me suis préparé à son refus. Au lieu de cela, elle a poussé un long soupir qui semblait porter tout le poids de la journée. « D'accord », a-t-elle murmuré. Le mot était si faible que je l'ai presque manqué. Elle a coupé le moteur de la voiture et le silence soudain de la ruelle était absolu. Le cliquetis discret de sa portière qui s'ouvrait était le bruit d'un monde dont je ne savais rien et qui s'ouvrait juste devant ma porte. Conduire Eleanor Vance jusqu'à mon appartement en montant l'escalier en bois branlant me semblait irréel. Les marches grinçaient sous notre poids combiné, un bruit familier qui me semblait soudain terriblement inadéquat. J'étais extrêmement conscient de tout. Les grains de poussière qui dansaient dans la lumière crue de l'ampoule qui éclairait le palier, l'odeur persistante du curry que j'avais préparé pour le dîner 3 jours auparavant, les éraflures sur les murs. Ma vie me semblait douloureusement exposée, ces détails modestes mis en relief par sa présence. Elle me suivait sans un mot, ses talons coûteux claquant doucement sur le bois usé, un son aussi étranger à cet espace que le chant d'un oiseau dans le vide. L'appartement ne comprenait que 2 pièces et une salle de bain au-dessus de l'atelier. Il était propre, mais c'était la propreté d'un homme célibataire qui privilégiait la fonctionnalité à l'esthétique. Un fauteuil usé, une petite télévision, une rangée de livres sur une étagère que j'avais construite à partir de bois de récupération. C'était un espace conçu pour la solitude, pas pour accueillir un magnat de l'industrie. C'est par ici, balbutiai-je en poussant la porte de la chambre d'amis. La pièce était petite, dominée par un simple lit à cadre métallique que je gardais pour les rares occasions où un ami passait de la nuit. Il y avait un petit bureau en bois abîmé près de la fenêtre et une seule gravure défraîchie représentant une scène forestière accrochée au mur. L'air sentait le linge propre et l'huile de citron que j'utilisais pour polir le bureau. C'était tout le contraire de ce que j'imaginais de sa vie. C'était simple, c'était petit, c'était à moi. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son regard balayant la pièce. Je retins mon souffle, attendant le jugement, le commentaire poli mais dédaigneux. Au lieu de cela, elle resta là, immobile, son langage corporel indéchiffrable. Elle serrait toujours son sac à main en cuir comme un bouclier, les jointures blanchies. La salle de bain est juste en face, dis-je, ma voix résonnant trop fort dans l'appartement silencieux. Il y a des serviettes propres sur le porte-serviettes. Voulez-vous du thé ou de l'eau? Cette proposition me semblait absurdement domestique. Elle se tourna vers moi et, pour la première fois, je vis à quel point elle était épuisée. La lumière crue du néon du couloir était moins indulgente que la pénombre de la ruelle. Le masque soigneusement construit de la directrice générale avait disparu, laissant place à une femme qui semblait se maintenir debout à la seule force de sa volonté. Ses yeux étaient cernés, sa peau était tendue sur ses pommettes. Elle semblait fragile, comme une porcelaine fine couverte de fines fissures. « Du thé, ce serait bien », dit-elle d'une voix douce et légèrement enrouée. J'acquiesçai, soulagé d'avoir une tâche à accomplir, un script à suivre. De la menthe poivrée, c'est tout ce que j'ai. Un petit sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. De la menthe poivrée, ça ira. Alors que je remplissais la bouilloire dans la petite kitchenette, je pouvais sentir sa présence dans l'autre pièce comme un changement de pression atmosphérique. Mes mains étaient maladroites tandis que je cherchais à tâtons 2 tasses. Qu'est-ce que je faisais là? Que faisait-elle ici? La situation était tellement éloignée de mon expérience que mon cerveau avait du mal à suivre. Je repassais sans cesse la scène dans la ruelle, son visage à la fenêtre, le désespoir silencieux dans son « d'accord » murmuré. La bouilloire se mit à siffler, un son aigu et perçant qui ressemblait à une alarme. Je versai rapidement l'eau chaude sur les sachets de thé, la vapeur réchauffant mon visage. Je rapportai les 2 tasses dans la chambre d'amis.
Elle ne se tenait plus dans l'embrasure de la porte. Elle s'était approchée de la fenêtre et regardait la rue sombre en contrebas, me tournant le dos. Sa posture était rigide, ses épaules tendues dans une tension insupportable. « Tenez », dis-je doucement, en posant l'une des tasses sur le vieux bureau en bois. Elle ne s'est pas retournée immédiatement. « Mon mari », a-t-elle commencé d'une voix neutre, dénuée d'émotion. « Il a changé les serrures de la maison aujourd'hui, la maison qui appartenait à ma famille depuis 3 générations. Il a demandé à son avocat de déposer une requête d'urgence cet après-midi, affirmant que j'avais une influence instable et que je liquidais les biens matrimoniaux sans son consentement. Je suis resté là, ma tasse de thé à la main, complètement figé. Je n'étais pas équipé pour gérer cette conversation. C'était le genre de confession crue et douloureuse pour laquelle les gens payaient une fortune à des thérapeutes. Il a gelé mes comptes, a-t-elle poursuivi, d'une voix toujours aussi calmement dérangeante. Tous, les comptes joints, mes comptes personnels, même le fonds que mon père m'a laissé. C'est une injonction temporaire. Bien sûr, mes avocats la feront annuler d'ici lundi. Mais pour le week-end, j'ai un réservoir plein d'essence et les 20 $ dans mon portefeuille que j'ai retiré hier au distributeur. Elle s'est finalement détournée de la fenêtre. Son visage était un masque pâle et magnifique de tragédie. J'ai conduit pendant des heures. J'ai pensé à un hôtel, mais je ne supportais pas l'idée que ma carte de crédit soit refusée. L'humiliation. Son regard s'est posé sur le sol. Tous mes amis, nos amis, sont mêlés à cette histoire. Ils poseraient des questions, ils prendraient une partie, ils me plaindraient et je pense que leur pitié me briserait en ce moment. Alors, j'ai juste conduit. Elle a regardé autour d'elle dans la petite pièce simple, ses yeux se posant sur la bibliothèque que je construisais pour elle, visible à travers la fenêtre de l'atelier faiblement éclairé en dessous, et j'ai fini par arriver ici. Une seule larme s'échappa et traça un chemin silencieux et scintillant sur sa joue. Elle ne sembla pas le remarquer. Elle ne fit aucun geste pour l'essuyer. C'était comme si son corps se rebellait enfin, exprimant le chagrin que son esprit refusait de reconnaître. Mon cœur fit un étrange et douloureux bond dans ma poitrine. Toute la crainte, toute l'intimidation que j'avais toujours ressentie à son égard se sont évaporées à cet instant, remplacées par une vague d'empathie pure et sincère. Elle n'était pas la reine de glace. C'était une femme qui avait été systématiquement dépouillée de son foyer, de sa sécurité et de sa dignité par la personne qui était censée la protéger. Et dans ce moment de crise absolue, elle s'était rendue à l'endroit qui représentait quelque chose de solide, de réel, mon atelier poussiéreux. Je posai ma tasse et me dirigeai vers le bureau. Je pris sa tasse et la lui tendis. « Buvez ça, lui dis-je d'une voix douce. Ça vous aidera à dormir. » Elle regarda tour à tour la tasse et mon visage, ses yeux bleus cherchant quelque chose. De la pitié, de l'opportunisme. Je ne savais pas. Je gardais simplement une expression aussi ouverte et honnête que possible. Je n'étais pas son employé. Je n'étais pas son ex-mari. J'étais juste un homme avec une chambre d'amis et une tasse de thé chaud. Lentement, elle tendit la main et prit la tasse. Ses doigts effleurèrent les miens et un choc, une petite étincelle électrique, me parcourut le bras. Sa main était glacée. Elle enroula ses 2 mains autour de la céramique chaude comme pour en tirer la vie. « Merci, Léo », murmura-t-elle. Et cette fois, mon nom sonnait différemment. Il semblait réel. « Repose-toi, Eleanor », répondis-je, utilisant son prénom pour la première fois. Cela me semblait à la fois présomptueux et parfaitement naturel. Je sortis de la pièce, tirant la porte jusqu'à ce qu'elle soit presque fermée, la laissant baigner dans la douce lumière de la seule lampe. Je retournai dans ma chambre, mais je savais que je ne dormirais pas. Je m'assis sur le bord de mon lit, écoutant le silence inhabituel de mon appartement, désormais occupé par la femme la plus puissante et la plus vulnérable que j'avais jamais rencontrée. Le monde avait basculé sur son axe, et j'avais le sentiment terrifiant et exaltant qu'il ne serait plus jamais tout à fait le même. Le lendemain matin, je me réveillais avec l'odeur inhabituelle de son parfum, mêlée à celle de la sciure de bois, qui imprégnait en permanence mon appartement. Pendant un moment de désorientation, j'ai cru avoir tout rêvé. La Mercedes dans la ruelle, la conversation, l'alarme unique. Mais j'ai alors entendu un léger bruit provenant de la cuisine, le tintement discret de la céramique sur le bois. La réalité m'est revenue en pleine figure. Eleanor Vance était dans ma cuisine. J'ai enfilé un jean et un t-shirt, passant d'une main dans mes cheveux en bataille. C'était un geste féodal.
J'avais l'air d'avoir dormi tout habillé, ce qui n'était pas loin de la vérité. J'avais passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, l'esprit envahi par un tourbillon de questions et d'angoisse. Lorsque je suis entré dans la pièce principale, elle se tenait près du comptoir, tenant la tasse vide de la veille, fixant la cafetière bon marché, comme s'il s'agissait d'un appareil technologique extraterrestre complexe. Elle était déjà vêtue du même blazer froissé et du même chemisier en soie. Elle avait tiré ses cheveux en arrière pour les attacher de manière fonctionnelle, mais pas parfaite. Le masque était en partie remis en place, mais je pouvais encore voir la fatigue qui l'habitait. Elle ressemblait à un soldat se préparant pour une nouvelle journée dans les tranchées. « Bonjour », dit-elle, sa voix encore empreinte d'une texture rugueuse due au sommeil. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Je cherchais du café. »« Pas du tout », répondis-je en passant devant elle. Le petit espace rendait le mouvement intime, mon bras effleurant son dos. J'étais hyper conscient de sa proximité, du vaste fossé social qui nous séparait, un fossé dont nous étions actuellement de part et d'autre dans ma petite cuisine. Laissez-moi vous dire, elle a ses particularités. J'ai mesuré le café moulu, rempli la machine d'eau et appuyé sur le bouton. Nous sommes restés silencieux un moment, écoutant le gargouillis et le sifflement familier. C'était la bande sonore de mes matins, un bruit réconfortant et banal. Aujourd'hui, il semblait chargé d'une tension tacite. « Comment avez-vous dormi ?» ai-je demandé en m'appuyant contre le comptoir. « Mieux que depuis des semaines », a-t-elle admis, le regard fixé sur le liquide sombre qui coulait lentement dans le filtre. « Je pense que j'étais trop fatigué pour rêver. » Elle a hésité, puis a ajouté « Merci encore pour hier soir. C'était... Tu as été très gentille. » N'importe qui aurait fait la même chose, ai-je répondu, mal à l'aise face à sa gratitude. Cela sous-entendait que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire, alors que je n'avais fait que faire preuve d'une décence humaine élémentaire. Non, a-t-elle dit en se tournant vers moi pour me regarder directement. Ses yeux bleus étaient clairs et sérieux. Ils ne l'auraient pas fait. Ils auraient appelé quelqu'un, fait une scène, donné des conseils que je n'avais pas demandés. Ils auraient fait en sorte que cela les concerne. Vous avez juste fait du thé. Son observation était si perspicace qu'elle me laissa momentanément sans voix. Elle avait vu juste au cœur de mon action. Je n'avais pas essayé de résoudre son problème. J'avais simplement reconnu son besoin. C'était le sentiment décrit dans le manuel, mais de son point de vue. Elle avait vu que je l'avais vu. La machine à café poussa un dernier soupir sifflant. Je versai 2 tasses et lui en tendis une. Elle la prit, ses doigts s'enroulant autour comme la veille, cherchant sa chaleur. Nous buvâmes en silence pendant un moment. Ce n'était plus gênant. C'était convivial, 2 personnes partageant un moment de calme avant que le monde ne revienne à toute vitesse. Mes avocats se réunissent à 9 heures, dit-elle, sa voix changeant de ton, devenant plus professionnelle. Je dois participer à une conférence téléphonique. Est-ce que votre Wi-Fi est sécurisé? Il est protégé par un mot de passe. C'est à peu près aussi sécurisé que possible ici, répondis-je avec un petit sourire dépréciatif. Le bureau dans la chambre d'amis devrait convenir. C'est là que le signal est le plus fort. Elle acquiesça, son esprit passant déjà à la vitesse supérieure, passant d'une crise personnelle à une guerre stratégique. C'était incroyable à voir. Elle but une dernière gorgée de café, se redressa, et la directrice générale réapparut, sortant de la chrysalide de la femme épuisée. « Je vais devoir rester quelques jours, déclara-t-elle, sans me demander mon avis. Si cela vous convient, je vous dédommagerai bien sûr pour votre peine. »« Ne vous inquiétez pas pour ça, » répondis-je rapidement. Un peu trop vite, l'idée qu'elle me paye un loyer me semblait déplacée, comme si cela dévalorisait la simple humanité de la situation. Concentrez-vous simplement sur ce que vous avez à faire. Très bien, dit-elle en acceptant mes conditions d'un simple signe de tête décisif. Sur ce, elle se retira dans la chambre d'amis et ferma la porte derrière elle. Pendant le reste de la matinée, j'entendis le murmure étouffé de sa voix, aigu et autoritaire, tandis qu'elle dirigeait son équipe juridique depuis mon bureau branlant. Eleanor Vance menait une guerre depuis un centre de commandement qui sentait l'huile de citron et les vieux livres. Les jours suivants se déroulèrent dans un rythme étrange et surréaliste. Mon atelier, mon sanctuaire de solitude, avait désormais une annexe à l'étage pour les litiges d'entreprise. Je me réveillais tôt, préparais du café et laissais une tasse devant sa porte, en guise d'offrande silencieuse. Je descendais et me perdais dans l'odeur familière du bois
et le grattement rythmique d'un rabot à main contre le bois. Je travaillais sur sa bibliothèque et l'ironie de la situation ne m'échappait pas. Je construisais un abri pour les livres d'une femme qui n'avait actuellement pas de maison. Parfois, elle passait 12 heures d'affilée au téléphone, sa voix résonnant comme un bourdonnement constant au-dessus de moi. Ces jours-là, je préparais un dîner simple, des pâtes ou une soupe et des sandwichs, et je laissais un plateau devant sa porte. Quelques heures plus tard, le plateau revenait, l'assiette vide, en guise de remerciement silencieux. Nous étions comme deux gardiens de phare solitaires communiquant par de petits gestes pratiques à travers une mer de troubles tacites. Mais d'autres jours, les appels se terminaient tôt. Elle sortait de la pièce, les yeux fatigués d'avoir fixé l'écran de son ordinateur portable, et se promenait dans l'atelier. Au début, elle ne disait pas grand-chose. Elle restait simplement là à me regarder travailler. Elle observait le mouvement de mes mains sur le bois, la façon dont les copeaux s'enroulaient autour de la lame de mon rabot, la concentration sur mon visage. « Que fais-tu maintenant » m'a-t-elle demandé un après-midi. Elle était appuyée contre une pile de bois non scié, une tasse de montée à la menthe poivrée fumant entre ses mains. Elle avait troqué son blazer contre une de mes vieilles chemises en flanelle qu'elle avait trouvée dans le placard de la chambre d'amis. Elle était ridiculement grande pour elle, mais elle adoucissait ses angles vifs et la rendait plus accessible. Des assemblages à queue d'aronde, lui ai-je expliqué, sans lever les yeux de mon travail. C'est une technique ancienne pour les coins des tiroirs. Pas de vis, pas de clous, juste du bois qui s'emboîte dans du bois. Si c'est bien fait, c'est plus solide que le bois lui-même. Elle s'est approchée, observant les découpes complexes que je sculptais méticuleusement avec un ciseau. « C'est magnifique », a-t-elle dit, la voix remplie d'un émerveillement discret. « C'est si précis, si permanent. C'est le but », ai-je répondu. « Quelque chose sur lequel on peut compter. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'une signification que je n'avais pas prévue. Elle tendit la main, ses doigts effleurant avec hésitation le bord d'un des joints. « Mon père aimait le bois », dit-elle doucement. « Il avait un atelier similaire à celui-ci, mais plus petit, plutôt pour ses loisirs. Il sentait toujours la sciure et le vernis. Quand il est mort, ma mère a vendu tous ses outils. Elle disait qu'il ne faisait qu'accumuler la poussière. » Une ombre de vieille tristesse passa sur son visage. C'était le premier élément de son passé qu'elle m'offrait volontairement. Pas l'histoire dramatique de son divorce qui avait fait les gros titres, mais un petit souvenir personnel. Cela ressemblait à un cadeau. Mon père m'a appris. J'ai partagé ma propre voix, doucement. Il était ébéniste. Il disait qu'on peut juger du caractère d'un homme à la façon dont il traite ses outils et le bois. Avec respect, avec patience, nous sommes restés dans un silence confortable, le seul bruit étant celui de mon ciseau à bois. À ce moment-là, nous n'étions pas un PDG et un charpentier. Nous étions simplement deux personnes parlant de leur père, liées par une appréciation commune de la beauté simple et honnête d'un morceau de bois. Plus tard dans la soirée, les appels n'avaient manifestement pas bien tourné. Elle est descendue, pâle et abattue. Son armure avait complètement disparu. Elle s'est affalée dans le fauteuil usé de mon salon, repliant ses jambes sous elle, paraissant petite et perdue dans sa chemise en flanelle trop grande. « Il essaie de me faire déclarer mentalement incapable », a-t-elle dit d'une voix neutre. « Il utilise mon emploi du temps, mon obsession pour l'entreprise, comme preuve de mon instabilité. Il déforme mon dévouement pour en faire une pathologie. » Je serrais les mâchoires. La cruauté calculée de cette manœuvre était à couper le souffle. Marcus Thorne ne cherchait pas seulement à obtenir le divorce. Il cherchait à la détruire. Je ne dis rien. Je me suis contenté d'aller à la cuisine et de préparer 2 sandwichs avec le reste du pain et un peu de fromage. Je les ai mis dans des assiettes et les lui ai apportés, en posant l'un d'eux sur la petite table à côté de sa chaise. Elle a regardé le sandwich comme si elle avait oublié ce qu'était la nourriture. Puis elle m'a regardé, les yeux brillants de larmes contenues. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» m'a-t-elle demandé, la voix brisée. « Parce que tu as l'air d'avoir faim », ai-je simplement répondu. C'était de la bonne chose à dire. C'était pratique, ce n'était pas de la pitié. C'était une observation, un simple geste d'attention. Elle a pris le sandwich et en a pris une petite bouchée. Nous avons mangé en silence. Les seuls bruits étaient ceux de la mastication et du ronronnement du réfrigérateur. « J'ai passé toute ma vie d'adulte à bâtir un empire », a-t-elle dit en fixant le lointain.
J'ai sacrifié mes relations, mes loisirs, mon sommeil. Je pensais que si je réussissais suffisamment, je serais en sécurité, intouchable. Mais tout cela n'est qu'un château de cartes. Un homme, un mensonge et tout s'écroule. Ce n'est pas un château de cartes. Je me suis surpris à dire « Ce que vous avez construit est réel. Cela emploie des gens. Cela crée des choses. Ce n'est pas une illusion. Ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec votre travail. Cela concerne lui. Cela concerne sa faiblesse, pas la vôtre. » Elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé. Une lueur de surprise a brillé dans ses yeux. J'ai senti mes joues s'échauffer sous son regard intense. Je n'étais qu'un charpentier. Que savais-je des empires? Mais je savais construire des choses. Et je savais que ce qui est construit avec passion et dévouement possède une force inhérente, même lorsque ses fondations sont attaquées. Elle m'a adressé un petit sourire fatigué. « Tu sais, m'a-t-elle dit, pour un homme qui travaille de ses mains, tu as une grande éloquence. Je dis simplement ce que je pense, marmonnai-je, me sentant déconcerté. Au fil des jours, puis des semaines, les limites de notre étrange cohabitation commencèrent à s'estomper. Elle a commencé à faire le café le matin, après avoir maîtrisé les caprices de ma machine bon marché. Un soir, j'ai trouvé ma pile désastreuse de reçus et de factures soigneusement classées sur mon bureau, avec à côté un tableau imprimé avec un code couleur. « Votre système comptable me donne de l'urticaire », m'avait-elle dit, avec une pointe de taquinerie dans la voix. Nous construisions une vie en marge de sa crise, un écosystème fragile fait de repas partagés et de conversations tranquilles. J'apprenais les nuances de ces expressions, le léger serrement de mâchoire qui signifiait qu'un appel téléphonique s'était mal passé, le relâchement presque imperceptible de ses épaules lorsqu'un point juridique était marqué en sa faveur. J'ai appris qu'elle détestait le thé à la menthe, mais qu'elle le buvait sans se plaindre parce que c'était tout ce que j'avais. J'ai appris qu'elle fredonnait un son grave et faux lorsqu'elle était profondément concentrée sur un document. Je tombais amoureux d'elle. C'était une prise de conscience silencieuse et insidieuse que j'essayais de repousser. C'était absurde. C'était sans espoir. Je n'étais qu'un refuge temporaire dans sa tempête. Une fois le ciel dégagé, elle repartirait vers son monde de tours de verre et de portefeuilles d'action. Je n'étais qu'une note de bas de page dans un chapitre fou de sa vie. Cette pensée était une douleur sourde et constante dans ma poitrine. Un soir, je me débattais avec un projet complexe pour un autre client, ma table à dessin couverte de croquis qui refusait de se résoudre. Je le fixais depuis 1 heure, ma frustration grandissant. Eleanor s'est approchée derrière moi, regardant par-dessus mon épaule. « Quel est le problème? »« L'équilibre n'est pas bon, » ai-je grommelé, effaçant une ligne pour la 10e fois. Le client veut que cela ait l'air léger, presque flottant, mais cela doit supporter beaucoup de poids. La physique et l'esthétique s'opposent. Elle est restée silencieuse pendant un moment. « Et si tu déplaçais la structure de soutien principale ici ?» a-t-elle dit en traçant une nouvelle ligne sur le papier avec son doigt. « Et utilise un levier Cantal ici. Cela permettrait de répartir la charge de manière plus uniforme et de créer une illusion de légèreté depuis l'angle de vue principal. » Je fixais le dessin. C'était brillant. C'était simple. C'était de la solution qui m'avait échappé jusqu'à présent. J'avais été étudiant en architecture avant que mon père ne tombe malade et que je sois obligé d'abandonner mes études. Je connaissais le design, mais elle avait vu la logique structurelle avec une clarté instantanée qui m'avait stupéfié. « Comment avez-vous su cela ?» lui ai-je demandé en la regardant avec étonnement. Elle a haussé les épaules, les joues légèrement rougies. « Je suis doué pour les systèmes. Qu'il s'agisse d'une hiérarchie d'entreprise ou d'un meuble, il suffit de comprendre les pointes de tension et les structures de soutien. » Elle m'a regardé, une lueur espiègle dans les yeux. « Tu n'es pas le seul à avoir des talents cachés. » À ce moment-là, le fossé entre nous m'a semblé plus petit que jamais. Nous n'étions pas seulement un PDG et un charpentier. Nous étions 2 personnes qui comprenaient comment construire des choses, mais avec des matériaux différents. J'ai ressenti un besoin irrésistible de tendre la main, de prendre la sienne, de lui dire quoi. Que pouvais-je bien lui dire? Que sa présence dans ma vie simple et désordonnée me semblait plus réelle que tout ce que j'avais connu auparavant. J'ai hésité. Ma main, qui avait commencé à se lever, est retombée le long de mon corps. Le moment était passé. La vieille peur, le sentiment profond de mon propre sentiment d'inadéquation
était plus fort. Elle était une étoile, et je n'étais qu'un homme tenant un télescope, l'admirant à une distance sûre et impossible. Je pouvais lui offrir un abri, un café et une oreille attentive, mais je ne pouvais pas lui offrir un monde assez grand pour elle. Loin de là, la bulle de notre vie étrange et tranquille était vouée à éclater. Je le savais et je le redoutais. L'intrusion eut lieu un samedi après-midi, 1 semaine et demie après sa première apparition dans ma ruelle. Elle est prise de la forme d'un homme dont le costume sur mesure coûtait probablement plus cher que mon outil électrique le plus cher, Marcus Thorne. J'étais dans l'atelier en train de poncer le dernier panneau de la bibliothèque d'Eleanor, lorsque l'ombre tomba sur mon établi. Je levai les yeux et il était là, debout dans l'embrasure de la porte. Il était exactement comme sur les photos, grand, impeccablement soigné, avec des cheveux noirs lissés en arrière et un sourire qui ne montrait que ses dents, sans aucune chaleur. Il regarda mon atelier avec une expression de profond dégoût, comme s'il venait de marcher dans quelque chose de désagréable. Pittoresque, dit-il d'une voix empreinte de condescendance. Il passa son doigt sur une scie poussiéreuse puis l'examina avec un dégoût théâtral. Un véritable repère d'artisan. Je peux presque sentir l'odeur du travail honnête. Mon estomac se noie. Je regardai immédiatement vers l'escalier, priant pour qu'Eleanor soit en ligne et ne puisse pas l'entendre. Pas de chance. J'entendis un plancher craquer au-dessus de nous. Elle savait. « Que voulez-vous, Marcus ?» demandai-je à voix basse. Je m'interposai entre lui et l'escalier, un geste purement instinctif. Son regard froid se posa sur moi, me rejetant instantanément. « Je ne suis pas ici pour vous, Boucheron. Je suis ici pour ma femme. » Il a souligné le mot « femme » avec un rictus possessif. « Elle n'est plus ta femme, ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Mes mains, si habituées au travail patient du façonnage du bois, se sont crispées en poing à mes côtés. » Marcus a laissé échapper un petit rire sans humour. « Oh, l'aide à son opinion. Comme c'est charmant. » Il a fait un pas en avant, essayant de regarder derrière moi. « Eleanor, chérie, tu es là? Tu te caches dans ce Havel? Tu peux sortir, je ne suis pas en colère, juste déçu. » Ces mots étaient des flèches empoisonnées, chacune soigneusement destinée à blesser et à humilier. Je sentais la rage monter en moi, une vague brûlante et inconnue. C'était une chose de lire des récits sur sa cruauté. C'en était une autre de la voir dans mon atelier, polluant l'air que je respirais. Puis elle apparut en haut des escaliers. Elle avait remis son blazer. Ses cheveux étaient parfaits. Elle s'agrippa à la rampe. Je pouvais voir le léger tremblement de sa main alors qu'elle s'agrippait à la rampe. Je pouvais voir la tension autour de ses yeux. « Que fais-tu ici, Marcus ?» demanda-t-elle, sa voix aussi froide et tranchante que de la glace brisée. « Je viens voir si tu vas bien, mon amour, » répondit-il d'une voix feignant l'inquiétude. Il écarta les bras. « Je me suis inquiété quand tu n'es pas allé chez ta mère ni au club. J'ai envoyé des gens te chercher et ils t'ont trouvé ici. » Il fit un geste de la main pour désigner l'atelier, se cachant derrière son employé. « C'est un peu pathétique, même pour toi. » Je la vis tressaillir. Ce fut une expression fugace, un éclair de douleur, mais je le vis et ce fut tout. Ma propre peur, mon propre sentiment d'inadéquation furent balayés par une soudaine vague de protection brûlante. « Elle ne se cache pas, » dis-je d'une voix ferme et claire, coupant court à son ton venimeux. Tous deux se tournèrent vers moi, surpris par mon interruption. « Elle est chez elle. » Ces mots venaient d'un endroit que je ne savais pas avoir. Ils étaient simples, directs, et à ce moment-là, ils étaient la chose la plus vraie que j'avais jamais dite. Cet endroit, mon endroit, était devenu son sanctuaire. Il était devenu son foyer, même si ce n'était que temporaire. Marcus me fixa, son sourire suffisant vacillant pour la première fois. Il regarda mon visage résolu, puis l'expression stupéfaite d'Eleanor. Il s'attendait à ce qu'elle ait honte d'être brisée. Il ne s'attendait pas à un front uni. Il ne s'attendait pas à ce que le charpentier ait du caractère. « Chez elle ?» ricana-t-il, se remettant rapidement. Mais sa voix avait pris un ton nouveau, plus tranchant. « Ne soyez pas ridicule. Ce n'est qu'une étape, un moment de rébellion pathétique avant qu'elle ne reprenne ses esprits. » Il reporta toute son attention sur Eleanor, plissant les yeux. « Est-ce ton nouveau jouet, Eleanor? C'est à ça que tu t'es résigné? Un homme qui travaille de ses mains. Je suis sûr qu'il est très robuste, mais il n'est pas l'un des nôtres, et il ne le sera jamais. »« Sors d'ici »
dit Eleanor d'une voix basse et tremblante, avec une fureur qui semblait faire vibrer l'air. Oh, j'y vais, dit Marcus en souriant. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Cette petite escapade fera merveille dans ma déclaration sous serment. Fréquenter des ouvriers en état de détresse émotionnelle. Mes avocates vont s'en donner à cœur joie. Il me regarda une dernière fois de haut en bas, le visage empreint d'un mépris total. Amuse-toi bien à jouer les héros, mon pote. Quand elle en aura fini avec toi, elle ne se souviendra même plus de ton nom. Sur ces mots, il se retourna et sortit, laissant derrière lui un vide de silence toxique. Le soleil de l'après-midi, qui filtrait à travers la porte, sembla s'assombrir. L'odeur de la sciure de bois sembla soudainement s'estomper, incapable de couvrir la puanteur de sa présence. Je restais là, le cœur battant, les poings toujours serrés. Je n'osais pas regarder Eleanor. J'avais dépassé les bornes. J'avais parlé à sa place, revendiqué une place dans sa vie à laquelle je n'avais pas droit. J'avais tout aggravé. Le poids des derniers mots de Marcus s'était installé dans mon estomac comme une pierre. Quand elle en aura fini avec toi, elle ne se souviendra même plus de ton nom. Lentement, j'ai desserré les poings et je me suis tourné vers l'escalier. Eleanor était toujours là, la main agrippée à la rampe si fort que ses jointures étaient blanches. Son visage était un masque vide, mais ses yeux étaient brisés. L'armure n'était pas seulement fissurée, elle était pulvérisée. Sans un mot, elle s'est retournée et est rentrée dans l'appartement. Le clic discret de la porte qui se refermait derrière elle résonnait comme un jugement final. Le silence qui suivit le départ de Marcus était plus lourd que n'importe quel son. C'était une couverture épaisse et suffocante d'humiliation et de peur. Je pouvais la sentir rayonner depuis l'étage, derrière la porte fermée de l'appartement. Je voulais aller la voir pour lui dire quelque chose, mais que pouvais-je dire? Mon seul acte de défiance, mon seul moment où je m'étais écarté du rôle qui m'était assigné, avait donné à son ennemi l'arme parfaite. Fréquenter des ouvriers, cette phrase résonnait dans ma tête, résumant parfaitement le fossé qui séparait nos deux mondes. Marcus ne m'avait pas seulement insulté, il m'avait défini comme un handicap pour elle. Je nettoyais mon établi avec des mouvements saccadés et méthodiques, l'esprit en ébullition. J'essuyais de la sueur qui n'était pas là, rangeais des outils qui étaient déjà à leur place. J'avais besoin de bouger, de faire semblant de travailler pour ne pas m'effondrer. Chaque mot qu'il avait prononcé avait été conçu pour renforcer mes insécurités les plus profondes. L'aide bûcheron, pas l'un des nôtres. Il avait vu mon indignité et me l'avait jeté au visage, et pire encore, à elle. Après 1 heure qui m'avait semblé une éternité, je ne pouvais plus le supporter. Le silence à l'étage était plus déconcertant que des cris l'auraient été. Je montais les escaliers, les pieds lourds. Chaque marche était une nouvelle vague d'angoisse. J'ai frappé doucement à la porte de l'appartement. Eleanor. Pas de réponse. J'ai poussé la porte. La pièce principale était vide. La porte de la chambre d'amis était entrouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et elle n'était pas là, puis je l'ai vue. Elle était dans ma chambre, assise sur le bord de mon lit, les yeux fixés sur le mur. Elle était parfaitement immobile, le dos droit comme un I, les mains jointes sur ses genoux. Elle portait à nouveau la chemise en flanelle trop grande, un bouclier doux et usé contre la dureté du monde. Je suis entré lentement et me suis assis sur la vieille chaise en bois dans le coin, lui laissant de l'espace. La pièce était remplie d'un silence tendu et fragile. Elle n'a pas reconnu ma présence. Elle a continué à fixer le mur comme si elle pouvait voir l'avenir se dérouler sur sa surface beige et vierge. « Il a raison, dit-elle finalement, d'une voix morte et sans intonation. « Non, répondis-je instantanément, d'une voix rauque. Il n'a pas raison. »« Si, insista-t-elle sans me regarder. Regarde ça. Je t'ai entraîné dans mon désordre. J'ai mis en danger ta tranquillité, ton foyer. Il va t'utiliser maintenant. Il va te citer à comparaître. Il va essayer de ruiner ton entreprise, te faire passer pour une opportuniste. Je n'ai apporté que des ennuis à ta porte. » Sa voix était creuse, dépourvue de toute sa fougue habituelle. Ce n'était plus la PDG. Ce n'était même plus la femme épuisée de la première nuit. C'était quelqu'un qui avait abandonné. « Je me fiche de tout ça, » dis-je. Et je fus surpris par la certitude farouche dans ma propre voix. Elle a finalement tourné la tête pour me regarder. Ses yeux étaient grands ouverts et remplis d'un profond désespoir douloureux. « Tu devrais. Je suis un fardeau, un poids. Je suis une tempête qui bouleverse ta vie tranquille. J'aurais dû aller à l'hôtel. Je n'aurais jamais dû venir ici. » C'était le moment de vérité.
La peur qui m'avait accompagné sans relâche toute la semaine s'est cristallisée dans ma poitrine. La peur de ne pas être à la hauteur, d'être juste une solution temporaire, de la perdre. Et à ce moment-là, j'ai su que je devais le dire. Tout. Eleanor, ai-je commencé, le cœur battant à tout rompre. Je me suis levé et je me suis approché d'elle, m'agenouillant devant elle pour pouvoir la regarder dans les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes. Elle refusait de les laisser couler. La première nuit où je t'ai trouvé dans ta voiture, j'étais terrifié. Pas par toi, mais par ce que tu représentais. Un monde dont je ne pourrais jamais faire partie. Et pendant toute cette semaine, une partie de moi a attendu que tu disparaisses, que tu reprennes ta vie et que tu franchisses cette porte sans te retourner. J'ai pris une inspiration. Cette confession était crue et douloureuse. Je sais que cet endroit n'est pas celui auquel tu es habitué. Je sais que je ne suis pas celui auquel tu es habitué. J'ai peur que lorsque tu retrouveras ta vie, tout cela ne soit plus qu'un souvenir étrange pour toi et que je redevienne simplement le charpentier. C'est ma peur. Que Marcus ait raison et que je ne sois qu'une note de bas de page. Son expression s'adoucit. Le désespoir fit momentanément place à la surprise. Une seule larme finit par s'échapper et rouler sur sa joue. Je tendis la main, légèrement tremblante, et l'essuyai avec mon pouce. Sa peau était douce, et ce contact me fit frissonner. Ma crainte, murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion, c'est que tu ne me vois que comme un projet, un oiseau blessé à l'aile cassée que tu peux soigner, et qu'une fois que je ne serai plus brisé, une fois que je pourrai voler de mes propres ailes, tu n'auras plus besoin de moi ni envie de moi. J'ai peur que toute cette gentillesse, cette douceur, ne soit destinée qu'à la femme qui dort dans ta chambre d'amis, et non à la femme qui dirige une entreprise et mène une vie compliquée, chaotique et exigeante. Elle baissa les yeux vers ma main, qui reposait toujours sur sa joue. J'ai peur que ce que Marcus a dit soit vrai. Non pas que tu ne sois pas l'un des nôtres, mais que je te tire vers le bas. Que le fait d'être avec moi à quelque titre que ce soit ne te causera que de la souffrance. Je l'ai regardé dans les yeux et toute la peur, toute l'insécurité, toutes les barrières sociales qui nous séparaient se sont simplement dissoutes. Je ne voyais plus qu'elle, la femme qui fredonnait en travaillant, qui était fascinée par les assemblages à queue d'aronde, qui avait rangé mes reçus parce que mon désordre heurtait son sens de l'ordre. Tu n'as jamais été un projet pour moi. Pourtant, tu n'as jamais été un projet pour moi. C'est comme un réveil. Avant ton arrivée, ma vie était grise. Elle était faite de routine, de sueur et de solitude. Je ne me laissais même pas ressentir. Tu as apporté de la couleur. J'ai pris sa main, entrelaçant mes doigts avec les siens. Je me fiche de Vance Capital. Je me fiche de ton argent ou de ton image publique. Je me soucie de la femme qui s'endort en lisant des rapports financiers. Je me soucie de la femme qui sourit légèrement lorsqu'elle sent l'odeur du café frais. Je me soucie de la femme qui a pleuré pour un père qui sentait le vernis. Tu n'es pas un fardeau, tu es tout. Les mots flottaient dans l'air entre nous, aussi réels et solides qu'un meuble fini. Son souffle s'est coupé. Ses yeux ont cherché les miens, à la recherche d'un signe d'hypocrisie, d'une trace de pitié. Elle n'en a trouvé aucun. Le baiser s'est intensifié et toute la glace accumulée a fondu. Le baiser s'intensifia et toutes les émotions refoulées de la semaine dernière, la peur, le désir, les moments tranquilles de connexion, la vulnérabilité partagée s'y déversèrent. Ce n'était pas un baiser passionné au sens ardent du terme, mais un baiser de profonde libération émotionnelle. Il avait le goût du thé à la menthe poivrée et du parfum coûteux, de la sueur de bois et des larmes retenues. C'était le sentiment d'avoir trouvé un foyer dans l'endroit le plus inattendu. C'était un baiser qui scellait la fin de notre arrangement et marquait le début de quelque chose de terrifiant et de nouveau. C'était le sentiment de deux mondes différents qui s'entrechoquaient et en créaient un nouveau, là, dans ma petite chambre toute simple. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous étions tous les deux à bout de souffle. Elle a posé son front contre le mien, les yeux fermés. « Léo », murmura-t-elle, mon nom, une prière sur ses lèvres. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Nous savions tous les deux que le faux semblant avait disparu. Les rôles de PDG et de charpentier avaient disparu. Nous étions simplement Léo et Eleanor, et pour la première fois, cela nous semblait amplement suffisant. Les jours qui suivirent la confrontation avec Marcus et le baiser qui changea tout furent différents.
Une nouvelle énergie s'était installée dans l'appartement. Une confiance tranquille qui n'était pas là auparavant. La guerre qu'elle menait faisait toujours rage, mais elle ne la menait plus seule. Nous formions une équipe. Son centre de commandement était toujours ma chambre d'amis, mais désormais, la porte était toujours ouverte. Nous ne passions plus nos soirées dans des coins séparés de l'appartement. Une fois ces appels terminés, elle venait me trouver dans l'atelier et nous discutions pendant que je travaillais. Elle m'a interrogé sur mon rêve de devenir architecte et je me suis retrouvé à sortir de vieux carnets de croquis poussiéreux pour lui montrer mes dessins de bâtiments qui ne seraient jamais construits. Elle ne m'a pas offert de pitié ni de platitude. Elle les a regardés d'un œil critique et sincère, soulignant les points forts que j'avais oubliés et les faiblesses que je n'avais jamais vues. À mon tour, je suis devenu son confident. Elle arpentait mon petit salon, m'expliquant les manœuvres juridiques complexes que Marcus tentait de mettre en place, le réseau complexe de sociétés écrans et d'actifs cachés qu'il avait tissé. Je ne comprenais pas la moitié des termes utilisés, mais je pouvais poser des questions simples, le genre de questions qu'un expert imprégné du jargon n'aurait jamais pensé à poser. Mais si le contrat prénuptial stipule que tous les actifs prénuptiaux sont séparés, ai-je demandé un soir en essayant de suivre un raisonnement particulièrement alambiqué. Et la maison t'appartenait avant même que tu ne le rencontres. Comment peut-il prétendre qu'il s'agit d'un bien matrimonial? Elle a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé fixement. Il ne peut pas. Mais il prétend que les importantes rénovations qu'il a financées pendant le mariage l'ont transformé en un bien commun. C'est une tactique courante, bien que sournoise. Mais qui les a payés, ai-je demandé. Je veux dire, qui les a réellement payés? L'argent provenait-il d'un compte joint ou de son compte personnel? Eleanor a écarquillé les yeux. Elle se précipita dans la chambre d'amis et revint avec un épais classeur qu'elle feuilleta frénétiquement. L'entrepreneur a été payé à partir du compte du ménage, un compte commun, mais les fonds pour ce paiement. Marcus les a transférés sur le compte commun à partir de son propre fonds d'investissement offshore la veille de l'émission du chèque. Elle leva les yeux vers moi, un sourire lent et brillant se dessinant sur son visage. Ce n'était pas une contribution au mariage, c'était un investissement stratégique. Il préparait le terrain pour ce combat depuis des années. Mais en structurant les choses de cette manière, il avait créé une trace écrite qui prouvait la préméditation. Mes avocats peuvent faire valoir qu'il ne s'agissait pas d'une contribution conjugale de bonne foi, mais d'une tentative frauduleuse de s'emparer d'un bien prénuptial. Léo, tu es un génie. Je ressentis une vague de fierté si intense qu'elle en était presque vertigineuse. Je n'avais rien fait de spécial. J'avais juste posé une question stupide, mais ma logique simple de profane lui avait donné la clé dont elle avait besoin. Armée de ce nouvel angle d'attaque, Eleanor passa à l'offensive. Ses appels devinrent plus courts, plus incisifs, plus décisifs. La proie était devenue le chasseur. Le changement en elle était profond. Le feu était revenu dans ses yeux. Mais c'était désormais une flamme contrôlée, concentrée, tempérée par la confiance tranquille qu'elle avait trouvée, non seulement dans son affaire, mais aussi en nous. Notre relation, née dans la crise, se forgeait désormais dans le quotidien. Elle se manifestait dans la façon dont elle avait commencé à faire les courses, de vraies courses, pas seulement du café, et nos dîners étaient devenus le fruit d'un effort commun. Elle se manifestait dans la façon dont je me surprenais à fredonner pendant que je travaillais, ma solitude ne me donnant plus l'impression d'être seul. C'était dans les petites attentions désinvoltes, une main sur mon dos lorsque je passais, son pied effleurant le mien sous la table, qui me faisait chaque fois frissonner. Sa bibliothèque était presque terminée. Elle trônait au centre de mon atelier, une structure imposante en noyer noir, aux joints parfaits, et ses surfaces poncées jusqu'à obtenir une douceur soyeuse. C'était le meilleur travail que j'avais jamais réalisé. Chaque coupe, chaque joint, chaque couche d'huile était imprégnée de l'histoire des dernières semaines. C'était un monument à sa résilience et, d'une certaine manière, à ma propre transformation. Un soir, environ 1 mois après son arrivée, elle est descendue à l'atelier avec 2 verres et une bouteille de vin. Ce n'était pas une bouteille chère, juste quelque chose qu'elle avait acheté à l'épicerie du coin. « C'est fini », dit-elle d'une voix calme mais résolue. J'ai arrêté de polir la bibliothèque et je me suis tourné vers elle. « Fini, Marcus a accepté », dit-elle avec un petit sourire triomphant. « Ce matin. »
Il abandonne toutes ses revendications. La maison est à moi. Les comptes sont débloqués. Il est sorti de ma vie. Elle m'a tendu un verre de vin. Nous avons gagné. J'ai pris le verre, l'esprit en ébullition. Le silence dans l'atelier était soudainement assourdissant. C'est incroyable, Eleanor, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Mais ma voix sonnait creux à mes propres oreilles. Elle a dû l'entendre aussi. Elle a dû voir la peur dans mes yeux. Son sourire s'est légèrement estompé. Elle a posé son verre sur mon établi et s'est dirigée vers la bibliothèque, passant sa main sur le bois lisse et sombre. « C'est magnifique, Léo », a-t-elle dit doucement. « Plus beau que je ne l'aurais jamais imaginé. » Elle s'est retournée vers moi, l'air sérieux. « J'ai appelé un agent immobilier aujourd'hui. Je mets de la maison en vente. » Mon cœur s'est serré. Bien sûr, elle coupait tous les liens avec son ancienne vie. Elle achèterait un penthouse élégant et moderne en centre-ville, un endroit où un charpentier poussiéreux n'avait pas sa place. Et elle a continué en s'approchant de moi. J'ai appelé l'entreprise de déménagement que j'avais prévue pour venir chercher cette bibliothèque. Je fronçais les sourcils, perplexe. Pourquoi? Où va-t-elle aller? Eh bien, dit-elle, une lueur espiègle revenant dans ses yeux. C'est de cela dont je voulais te parler. Notre arrangement est officiellement terminé. Tu m'as donné un toit et en échange, mon équipe juridique a rédigé les documents nécessaires pour transférer l'acte de propriété de cet atelier et de l'appartement à ton nom. Le prêt est remboursé. C'est à toi. Libre et sans condition. Je restais bouche bée, stupéfait. J'ouvris la bouche pour protester, pour dire que je ne pouvais pas accepter. Mais elle leva la main pour m'arrêter. Ce n'est pas un paiement, Léo. C'est un remerciement. Et c'est la fin de notre ancien accord. Elle fit un pas de plus, réduisant la distance entre nous. Elle prit ma main libre dans la sienne. Je suis venu ici pour vous en proposer un nouveau. Mon cœur, qui était en train de sombrer, s'est soudainement mis à battre la chamade. Un nouveau, ai-je murmuré. Je cherche un nouvel endroit où vivre, a-t-elle dit d'une voix douce et sincère. Rien de trop grand, quelque chose avec une bonne luminosité, peut-être un peu d'espace pour un atelier. Et j'espérais que mon charpentier accepterait d'emménager avec moi. Je me rends compte que je suis très attaché à son travail. Son pouce caressa le dos de ma main et le sien. Des larmes me montèrent aux yeux. Toute ma peur, toute mon insécurité, toute ma certitude que cela était voué à prendre fin s'évanouir face à sa déclaration calme et confiante. Elle ne retournait pas à son ancienne vie. Elle me demandait de construire une nouvelle vie avec elle. Eleanor, commençai-je d'une voix chargée d'émotion. Le problème, m'interrompit-elle en baissant la voix jusqu'à murmurer, c'est que je ne veux pas vivre sans mon café du matin, ni sans l'homme qui me le prépare. Je posais mon verre de vin et l'enlaçais, la serrant fort contre moi. Je plongeais mon visage dans ses cheveux, respirant son parfum, l'odeur de la maison. Dans mes bras, elle n'était pas une directrice générale. Elle était mon Eleanor. Oui, murmurai-je dans ses cheveux. La réponse est oui. Elle s'écarta, le visage rayonnant, et m'embrassa. Un baiser qui n'était pas plein de désespoir ou de soulagement, mais de joie pure et authentique. C'était un baiser plein de promesses, de lever de soleil partagé et de nouveaux départs. Plus tard dans la nuit, nous nous tenions ensemble dans l'atelier silencieux, regardant l'étagère terminée. C'était un chef-d'œuvre, un témoignage de tout ce que nous avions traversé. Elle était solide, elle était fiable, elle était faite pour durer. Elle était la manifestation physique des fondations que nous avions construites ensemble dans ce petit espace poussiéreux qui était devenu le centre de notre univers. Tout avait commencé lorsqu'elle dormait dans sa voiture, une reine perdue sans royaume. Mais cela m'avait conduit ici, dans un endroit où je me sentais chez moi, ce que je n'aurais jamais cru trouver. J'avais passé ma vie à me sentir comme un étranger. Mais avec elle, j'étais enfin chez moi. Ce n'était pas la fin d'un chapitre étrange. C'était le début de notre véritable... Et mais après, bah, je sais pas. Je sais pas. Faut faire moi, vraiment, prends un pepper spray, on sait jamais. Hein, s'il débarque chez toi ou quoi, faut que t'aies un truc pour te défendre ou quoi. Faut que tu te prennes un grand chien, je pense. Je pense aussi un malinois. Je t'ai envoyé les mots, regarde après le prochain round. Vas-y. Ouais, un grand chien, je pense il sera peut-être un peu moins. Ouais, je sais pas.
il sera peut-être un peu moins... Vous voyez ce que je veux dire? Yeah, 7-5, yeah. Je suis trop nul. Je suis trop nul. One more. Surtout que vous savez qu'elle peut pas sortir de chez elle, genre. Спайк у меня. Merci pour le film. Остался один Бросаю игрок. дымок. Très magnifique aujourd'hui. Кто-то прилег. Timing, my bad. Прочь с дороги. Mais attends, il savait le film que tu regardais? Смена сторон. Sheriffskin? Купите мне это. Ладненько, Genre, дорогая моя. il a mis le nom du film, c'est-à-dire qu'il savait le... Il a même été voir le film... En plus, le film, il est pas ouf. Fabricant de larmes, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Mais je veux dire, il savait... Il savait jusqu'au au point de savoir le nom du film qu'elle était en train de regarder, genre? La Vandale, elle est en rouge quand tu as plus de kills que les ennemis d'en face. Enfin, les ennemis. Même si t'es deuxième, par exemple, dans ta team, si t'as plus de kills que, que le top frag des ennemis, et bah, elle va être rouge. Voilà, j'ai fini l'anecdote. Attends. B smoke. B. Oh. B flash. Yeah, B coming. coming. Info. Full B, full C'est B. du V. Débute-les, hein. Je sais pas si... Je sais pas si elle les a mis ou quoi. Спайк установлен. Ouais, moi aussi, je les avais mis et j'étais en mode info. Остался один J'avais игрок. pas d'infos. Bah après, un chien dans un... Attends, je réfléchis. Après, un chien dans un appartement étudiant, c'est... Vas-y, c'est... Vas-y, quoi. Je pense qu'il faut que tu trouves un mec baraqué, Et genre bah, moi, tu vois. figure-toi que ma mère, ça fait 3 ans qu'elle me demande, ma mère a fait un cauchemar où il y avait un roux tout maigre qui m'avait séquestré et depuis ma mère elle m'a dit qu'il faut absolument que je lui ramène un mec avec minimum ma tête en tant que biceps. Ouais, un minimum du gros gros gars bras. musclé, quoi. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord. Toji, by the way, Toji, tu vois. Je sais pas si tu vois qui c'est Toji, mais Toji. Toji, non? Je sais qui. C'est un Il mec est dans les musclé? animés qui est trop baraqué, qui est trop beau. Je connais pas. Il y a une woman dans la team, je savais même pas. Bah oui, moi je les avais tous vus aussi, je savais même pas. Je les avais vus, tu vois. Il y a que le round d'avant que j'ai... Спайк установлен. Oh, 1 HP ISO, 110. Oh, ça y est, il run and gun, pas possible. Остался один игрок. Toji, je connais pas. Bad, bro, I swear. Ouais, j'allais dire un grand chien sur un... Dans un... Loupi, j'ai un 35 mètres carrés. J'ai pas un deuxième Guys, étage. just hold side, like, Et j'ai la forêt à côté de la maison. don't peek. Oh, ça donne pique, mais on piquait pas. Enfin, bref. Ouais, est-ce qu'il y a des mecs dans le chat bien musclés, là? J'ai déjà essayé de trouver, y a pas. J'ai déjà essayé de trouver, Mais pas. y a J'ai moi. abandonné. Il y a moi? Toi, Moi, je je- prends de toute façon, toi tous les jours. Moi, je pense... Mon muscle, il fait 2 fois ta tête, je pense. Bah, parfait. Info B. Bridge shot 8 B. ans après, frère. Yeah, coming. Je pense, moi, mon biceps, il fait un peu 2 fois son crâne, genre. Остался один враг. Spike inside. Ok, outlaw, don't pick, please. Spike inside. Oh, why, bro? Guys, Meuf, si tu meurs, je te tue. Oui, maman. Play cross with me, Spike is here. Il est low. I'm gonna smoke. Yep. That's my job.
allez, on gagne là. On a trop perdu là. Faut gagner là. Tu peux me bailler? Yo, Fade. Oui. Fade. Fade. What? Can you buy? What? Oh, I don't have money. Like, sell some. Est-ce que bro. dans mon chat, il y a des mecs baraqués bien musclés, genre, qui peuvent défendre. Tu sais que ma propre mère, dès qu'elle vient chez moi à Montpellier et qu'elle croise un voisin, un mec, elle me dit: tu veux pas son numéro? Tu veux pas lui parler, lui? Tu veux pas le ramener à la maison? Tu le mets sur le balcon pour que le voisin il le voit? Ça y est. Dosez là. Les darons là. Dosez un peu, non? Ah, j'ai pas bail. Не подглядывай. Day back. No. Yeah. Day back, day back, day back. Belong. Coming, coming. Спайк установлен. Wesh, le spike a été planté carrément. Ты в порядке? Остался Mais один ça y One est, out, lui. one fade. Ah, il push trop. Il push trop. Guys, B, it's problem, hein. You let them go on site. We need to play close. I'm gonna play B. Ok, I have no gun. Wow. J'ai pas d'arme. Faut pas qu'il les laisse passer, hein. En fait, je sais pas si ça se voit sur la map, mais tout le monde est mort. Ici, tout le site là, il était freeze, genre. Bisous Loupi, bisous bisous. Bisous bisous. Nothing B. C'était? Je pense que c'est dur. C'est dur. Спайк установлен. Остался один игрок. Oh, il m'a fait trop peur, le coquin. Le coquin. Le coquin. Ультимейт готов. Ну, не настолько. Épouvantable. Tu découpes un gars en carton. En taille réelle, genre. Non, mais découpe-moi, découpe-moi. Découpe-moi, découpe-moi. Bon, je vais prendre le... Comment on dit? Le taureau par les rênes? Je sais pas comment on dit. Je vais... Voilà. Je vais pique. B, something. Адаптируйтесь или умрите! Mais comme par hasard, c'est pas du A, genre. Ça se trouve, ça stream hack, hein. Спайк установлен. И вновь, как ни в чем не бывало. Дело сделано. One long. Alors, бросаю дымок. Остался один игрок. Oh. Mais genre, leur jet à la pique gold 1. Oh là là. Que des smurfs. Знаете, можно было бы просто пережить их. Ха-ха, но с пулями быстрее. Guys, can you play more aggressive? Play close in sight. Faut jouer